Vous êtes sur CGT Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes. Le premier tour de l'élection présidentielle française a pris fin ce dimanche. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle 2022. Une présidentielle sans surprise avec une abstention record. 3 Français sur 10 ne se sont en effet pas déplacés pour voter pour cette élection. S'agit-il d'une élection qui s'est déroulée dans un contexte très particulier et dont les enjeux ont été passés sous silence? On lance le débat avec nos invités. En ligne avec nous, Madame Song Sin, ancienne conseillère politique du Parlement européen, Monsieur Mondir Sajad Béchari, politologue et écrivain français, et Monsieur Ronan, journaliste, correspondant permanent en France du quotidien de la Clarté. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, sans surprise, le second tour de l'élection présidentielle se jouera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche a rassemblé 28% des voix et la dirigeante du Rassemblement national 24%. Monsieur Bécharé, est-ce un écart important? Cela aura-t-il pu être plus serré selon vous? Vous attendez-vous à ce résultat? Oui, en tout cas, les sondages montraient que ce qui est important, c'est que le vote n'était pas un vote de conviction, mais un vote utile et donc un vote par défaut. Est-ce que cela aurait pu être plus serré? Je ne pense pas. Je pense que Marine Le Pen déjà a atteindre 24%, sachant qu'elle a été coupée par Zemmour, est déjà un grand exploit. Du coup, est-ce que cela aurait pu être plus serré? Je pense qu'on a atteint le maximum qui était possible. Et Monsieur Bécharé, vous parlez du vote utile, c'est-à-dire qu'on vote plus pour les candidats, qu'on ne vote plus pour les candidats qu'on préfère, mais plutôt celui qui représente un parti dominant, juste pour ne pas Oui, gaspiller sa voix, c'est ça. Est-ce que ça oui. devient une tendance majeure en France? Oui, je pense que c'est un pragmatisme, également une projection directement au second tour. Mm, Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de familiarité par mm, rapport aux partis qu'on connaît déjà. Tous les nouveaux partis ou toutes les nouvelles figures politiques étaient trop nouvelles, sachant que le contexte du Covid, le contexte de la crise ukrainienne et russe a poussé ce besoin de sécurité, de familiarité et donc un vote utile. mm. Et donc il y a un objectif derrière, mais ces inconvénients vont peut-être aussi affecter le scrutin dans un sens qu'il ne faut pas. Madame Son, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous attendiez, vous, à ce résultat, la différence entre Macron et Le Pen? Est-ce que c'est une surprise ou sans surprise pour vous? Le résultat correspond à peu près en fait au sondage publié avant les élections. Donc les deux finalistes sont les mêmes comme en 2017 Mm. et tous les deux en fait ont amélioré leur score par rapport à 5 ans avant. Je m'y attendais vraiment, mais s'il y a vraiment quelque chose qui m'étonne, c'est plutôt en fait la faible score de la candidate des Républicains. euh, Valérie en Oui. fait Pécresse, hein, avec moins de 5% de voix, mon Dieu. C'est vraiment une défaite et était attendue sans aucun doute, mais sous les 5%, c'est un seuil de remboursement des frais de campagne. Hein. Ils vont en fait se voir rembourser seulement en fait 800 000 euros sur leurs frais de campagne au lieu de 8 millions pour les autres. C'est un crash dans le crash, hein, je pourrais dire. Et aussi pour le candidat socialiste Anne Hidalgo, hein, qui a eu seulement en fait 1,7% des voix. C'est 3 fois moins que Benoît Hamon en fait en 2017, qui avait récolté quand même 6%. Cela veut dire vraiment les partis historiques hein, sont véritablement entrés dans l'histoire vu leurs résultats. Et Mm. maintenant, c'est plutôt en fait une tripartition entre Macron, Le Mm. Pen et Mélenchon qui est devenu le nouveau paysage politique en France. Hein. Ce changement a déjà commencé en 2017, mais elle s'impose cette année. Hein. Cela veut aussi dire que ça peut se répliquer aux législatives, aux élections en fait, législatives plus tard. On pourrait aussi dire que la France est devenue en fait, plus polarisée hein, par rapport en 2017 et cette polarisation a même tendance à s'accroître dans les années qui viennent.
Mm. Et comme vous dites, le résultat du premier tour a placé Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête. Jean-Luc Mélenchon a terminé en troisième position avec 21% des voix. Monsieur Roh, cela va-t-il avantager Monsieur Macron et est-ce que ces voix iront faire justement barrage à l'extrême droite? Quel est votre avis? Alors, on parle de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, cette fois-ci, qui a eu 21,95% des votes, c'est un succès historique. Et c'est lui qui a sauvé un peu la gauche, c'est lui qui a sauvé un peu la face de gauche. Comme on a dit tout à l'heure, Madame Anne Hidalgo a perdu complètement. Et pour la droite traditionnelle, pareil. Donc maintenant, soit qu'on parle de la politique en France, on parle de ce centre un peu droite, M. Macron, et on parle d'extrémistes, extrême droite plus extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon, c'est un vieux politique ici en France qui est très connu. Comme avant, qu'on dit toujours pour cette élection, il y a 3 M qui sont les plus connus. Il y a Macron, il y a Marine Le Pen, il y a Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, c'est vrai que c'est 3 M qui se présentent sur la tête de liste. Pour le deuxième tour, pour répondre à votre question, je pense que la conception voter contre, ça va jouer pour Macron parce que Jean-Luc Mélenchon a bien dit après le résultat, il a appelé à ses électeurs de ne donner même pas une seule voix à Madame Le Pen. Il a répété plusieurs fois, très, très clairement. Mais par contre, il n'a pas dit clairement non plus, il n'a pas dit qu'il faut voter M. Macron. Donc, d'après les sondages, ce que j'ai lu ce matin, d'après les sondages, les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, la plupart, plus de 50%, dans le deuxième tour, vont voter blanc. Soit ne votez pas, soit ne va pas voter, soit voter blanc. Pour le reste qui vont voter Macron, il a à peu près 36%. Et il y a quand même de 15 à 18% qui vont voter pour Mme Le Pen. Vous voyez, donc pour le deuxième tour, c'est encore. C'est pas encore joué tout à fait. On ne sait pas encore tout à fait. Mais la conception voter contre peut être jouée par Macron parce que ceux qui votent pour Macron dans le deuxième tour, ils vont voter pour Macron. Ceux qui ne votent pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui n'a pas entré dans le deuxième tour. Mais si quelqu'un qui préfère pas du tout que Mme Le Pen soit élue, soit votée, qui va peut-être voter pour Macron. Mais il y a une autre chose qui est... Oui. Mais en fait, comme vous dites, la partie des votes qui vont pour Macron, ils ne vont pas voter pour Macron pour ses projets, pour ses programmes, mais plutôt c'est par défaut. C'est comme on dit que la voix pour Macron ne se sont pas obtenues par son projet, mais par défaut. Tout à fait. Beaucoup d'électeurs disent ça. On n'est pas pour son projet, mais c'est seulement pour que Mme Le Pen ne soit pas être élue. Et monsieur... Il y a aussi une autre chose. Oui. Je vous en prie. Je pense qu'il y a aussi une autre chose qu'il faut compter, c'est que entre les deux tours, il y aura toujours un débat. M. Macron a refusé le débat avec personne avant le premier tour. Sa raison, c'est qu'il a dit que dans la 5e République, il n'y a personne, il n'y a pas un président sortant qui accepte un débat avec n'importe qui. Lui, il a refusé aussi. Mais pour le deuxième débat, on a déjà prévu un débat entre lui et Mme Le Pen. Je pense que le débat va jouer quelque chose pour Macron aussi. Parce que vous vous rappelez, en 2017, pour le débat, je pense que c'est Mme Le Pen qui a vraiment écrasé. Donc, quand M. Macron dit que laissez-moi de vous écrire quelque chose, vous confrontez ceci avec cela, etc. Là, pour le grand public, c'est soit quelqu'un qui est nul en politique, mais ça nous rappelle aussi quand même en 2016 pour les États-Unis, soit le peuple qui préfère quelqu'un qui est nul comme Trump, soit quelqu'un qui préfère quelqu'un qui est sale en politique. C'est ça l'enjeu pour le deuxième tour. Et Monsieur Béjarès, est-ce que vous partagez l'avis là-dessus? La réussite de Mélenchon va donner un coussin de sécurité encore plus pour Macron ou pas sûr? Oui.
Alors, oui et non. Il y a deux, trois choses que je voudrais répondre à monsieur. Sachant que le vote pour Macron était un vote par défaut, le vote pour Mélenchon est aussi à un certain égard un vote par défaut. Pourquoi? Parce que on cherchait une ressource de gauche et on est parti vers la sécurité, de la familiarité de gauche, surtout pour le projet environnemental et écologique de Mélenchon, mais aussi les voix de Mélenchon ne sont pas forcément des voix d'adhésion, mais plus des voix de pragmatisme. Et du coup, quand on regarde qui va voter pour qui, il faut regarder plus le bagage sociologique derrière. Macron est en plus le candidat des grandes villes, le candidat des néolibéraux, de la France qui travaille très à l'international et du coup qui n'est pas forcément très représentatif de la population française. La Marine qui représente plus la France rurale, la France des gens désindustrialisés et Mélenchon qui représente la France entre guillemets des banlieues ou un peu plus ethnique ou surtout la grande jeunesse qui a une tendance beaucoup plus radicale que les autres. Et du coup, si on regarde la sociologie des votants, on peut comprendre plus que pourquoi plus de 50-60% vont pas voter pour Macron et c'est uniquement parce que on a cassé, comme Madame disait, on a cassé le schéma de gauche-droite et du coup le Front républicain existe de moins en moins, sachant que le Front républicain était plus une narration des générations baby-boom. Or, dans la nouvelle ère qu'on rentre aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec la démocratisation de la voix politique, il y a beaucoup plus de points d'interrogation et avec l'avènement de Macron, un décalage de droite et gauche. Et du coup, est-ce que les votants de Mélenchon vont aller automatiquement contrer Marine Le Pen et voter pour Macron? Non. Il y aura toujours une base à peu près de 30%, comme monsieur l'a dit, mais en général, ça reste quand même de l'abstention. Et en fait, l'abstention est le meilleur ami de Macron. Et vous parlez justement de l'abstention, sachant que le taux d'abstention est l'un des plus élevés de l'histoire, 26,5%. Comment expliquer ce phénomène, monsieur Roh? Alors, pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. Pourquoi? Parce qu'avant le premier tour, d'après le sondage, on dit que cette fois-ci, l'abstention est en moins 30%. Tout le monde dit ça. Vous vous rappelez, en 2021, il y a juste un an et demi, pour l'élection régionale et départementale, l'abstention est à 75%, 65%, quelque chose comme ça. Ça dépend des régions. Et maintenant, si on arrive à 25-26%, c'est déjà pas mal. Pour moi, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que l'abstention est un bon ami de Macron. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Moi, je pense que s'il y a, enfin, en tout cas, ceux qui votent pour Madame Le Pen, ils votent en tout cas. Ils vont y aller voter de toute manière. Donc, c'est pour ça que Macron qui appelle toujours les gens qui votent pour lui. Vous vous rappelez, en 2002, il a 20 ans, il a juste 20 ans, Premier ministre Lionel Jospin était perdu pour le premier tour, justement parce que l'abstention très haute de la gauche. Donc, cette fois-ci, je pense que si Macron joue très bien pour ça, il y a assez de monde qui sont allés voter pour le deuxième tour, il va gagner. Et Madame Son, pensez-vous que cette tendance d'abstention va-t-elle impacter le scrutin et favoriser ou défavoriser l'un des deux candidats au second tour? Oui, enfin, tout d'abord, en fait, je vais revenir en fait sur le taux d'abstention, parce que traditionnellement, en fait, la présidentielle, les élections présidentielles, c'est l'élection en fait qui attire en fait en général les citoyens par rapport aux autres élections cantonales ou locales. Mais cette année, en fait, un électeur sur 4 a choisi en fait de s'abstenir. En fait, c'est quand même en fait un taux assez relevé. Il y a plusieurs en fait facteurs en fait pour expliquer en fait ce phénomène. C'est tout d'abord en fait la qualité de la campagne. La mobilisation en fait de l'électorat se joue en grande partie sur la qualité de la campagne qui devrait permettre en fait aux gens de se
se plonger en fait dans les débats et après en fait se positionner. Mais cette année en fait la campagne a été éclipsée en fait par la guerre en Ukraine et donc d'ailleurs comme Macron s'est déclaré assez tardivement, donc on n'a pas pu avoir en fait les grands débats télévisés en fait pour permettre aux gens de se positionner. Et en plus en fait le Covid-19 a joué aussi là-dessus parce qu'en fait c'est rendu en fait ça a rendu les meetings, même les porte à porte, très limités, même quasiment impossibles. Donc les Français se sentaient sans doute beaucoup moins impliqués en fait dans cette campagne. Les campagnes de cette année sont moins convaincantes. Oui, voilà, exactement. Et donc finalement, si l'immobilisation, je crois, si les électeurs ne sont pas mobilisés pour le deuxième tour, je crois que ça va quand même favoriser en fait Marine Le Pen beaucoup plus que Macron. Donc, je crois que c'est pour l'instant. Ouais. Monsieur Pécharet, tout à l'heure, vous dites que l'abstention, c'est le meilleur ami du Macron, mais peut-être c'est aussi d'autres candidats. Mais est-il possible de motiver ces abstentionnistes qui pourraient vraiment changer la donne, peut-être? Est-ce que c'est possible de les motiver de voter? Disons, c'est pour les motiver maintenant, ça peut être un peu trop tard. Disons que il y a vraiment un nouvel animal politique, et ça s'appelle les réseaux sociaux. Cette nouvelle conjecture et ce nouveau contexte, en fait, a retiré cette motivation de vouloir venir participer à l'Agora, au forum de discussion politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une jeunesse grandissante qui se sent extrêmement délaissée par la France d'aujourd'hui, la France de 2022. Il y a aussi une réalisation que le fait que peut-être ma voix n'est pas représentative par rapport aux choix politiques qui sont faits, parce qu'il y a souvent des forces externes ou un contexte externe qui fait qu'on retire le pouvoir direct souverain du peuple, à savoir soit l'Union européenne ou alors dans un contexte beaucoup plus sensible et sécuritaire et défensif, à savoir l'OTAN. Du coup, il y a premièrement un désenchantement et un manque en fait d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que les problèmes journaliers en fait sont arrivés à une usure, qu'il n'y a plus de confiance par rapport au pouvoir. Enfin, il faut aussi savoir que c'est pas forcément une campagne qui est décevante ou qui est pas convaincante. Il faut comprendre que c'est un président sortant, donc on ne peut pas comparer avec 2017 qui était un grand marché en fait à idées par rapport au fait que pour la première fois de l'histoire on a un président qui ne s'est pas représenté François Hollande. On a un nouvel candidat qui n'avait pas de parti, donc Macron, et qui a créé en fait ce mouvement en marchant directement dans une nouvelle ère pseudo-politique, mais qui n'a pas aussi réalisé et réussi à avoir une emprise locale et rurale. Du coup, est-ce que c'est une campagne non convaincante? Je dirais plus que c'est une campagne beaucoup plus biaisée, dans le sens où il y a une perte de foi et donc un retour en fait à la verticalité du pouvoir que Macron indirectement a théorisé. Justement, vous avez mentionné que Macron est le président sortant, il est différent que des autres candidats. Rappelons que Marine Le Pen se trouve pour la deuxième fois au second tour face à Emmanuel Macron. Les estimations pour le second tour sont de 54% pour Macron et 46% pour Le Pen. Rappelons que les estimations en 2017 pour Macron étaient de 64%. Quel est le message derrière ces 10% de moins, monsieur Roh? Alors, pour moi, il faut noter quand même les problèmes réels existent en France. Oui. Des problèmes qu'on a parlé beaucoup pendant cette campagne. Tout d'abord, c'est le problème économique. Pour l'économie, on parle tout d'abord de pouvoir d'achat. Ça, c'est le mot-clé vraiment le plus recherché et le plus noté pendant toute la campagne. Et pour les 12 candidats, pratiquement tout le monde a proposé toujours quelque chose pour soit imposer les taxes, soit supprimer un impôt, etc. Soit augmenter le SMIC, augmenter le salaire, etc. Mais comme ce qui n'a pas le droit, ce qui n'a pas la chance d'être sélectionné pour le deuxième tour, qui veut promettre n'importe quoi et n'importe comment. Mais pour Macron, lui, il fait attention. Quand il fait des promesses, il est très prudent.
parce qu'il sait très bien qu'une fois qu'il promet quelque chose, quelques mois après, si lui, il a élu, c'est le moment de réaliser. S'il lui donne pas la réalisation, finalement, c'est la manifestation de nerfs de couleur. Donc, pour lui, il est très prudent. En tout cas, le problème existe en France, tout le monde a compris. J'ai un ami français qui est allé voter pour le premier tour pour Éric Zemmour. Pourquoi? C'est pas quelqu'un qui lui plaît beaucoup, mais il a pensé il a compris que les questions posées par M. Zemmour sont correctes. Il n'a pas donné une bonne réponse. Il a bien trouvé les symptômes, mais il n'a pas donné une bonne ordonnance. Donc, cet ami français, il a dit que le deuxième tour, je ne vais pas voter extrême droite à nouveau, mais je vais voter Macron parce que c'est Macron qui est européen. Son projet, la douce de son projet, c'est l'Europe. Je pense que pour Mme Le Pen, la grande faiblesse, on parle toujours, c'est raciste, etc. Mais surtout, c'est nous Européens, c'est ça la grande faiblesse. Un jour, si les extrêmes droites ou extrêmes gauches, si on a assez de maires en France, vous savez bien qu'il y a quand même 36 000 maires en France, s'ils ont assez de maires, ils ont assez de députés de tous les niveaux, peu importe régional, départemental, provincial, État ou même européen, dans ce cas-là, peut-être c'est le moment que les extrêmes droites ou extrêmes gauches vont arriver à voir. Maintenant, c'est un peu trop tôt. Monsieur Béjaret, vous voulez dire quelque chose sur le candidat Zemmour? Oui, avant de parler de Zemmour, il faut aussi noter que c'est un deuxième mandat. Donc, Macron doit défendre un quinquennat. Et c'est très, très rare d'avoir un président sortant qui va faire mieux ou qui va avoir une distance par rapport au challenger qui est plus grande, en fait, qu'il y a 5 ans. Il doit défendre son bilan par rapport au Covid, par rapport à la crise des Gilets jaunes. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très fort et très marqué dans l'esprit commun français. Et du coup, c'est juste plus une question de logique. Si on regarde Sarkozy, si on regarde Chirac, avant même qu'il y a en fait le vrai front républicain, c'est beaucoup plus difficile de défendre un quinquennat parce qu'il y a l'usure du pouvoir. Et bien sûr, après, il y a l'historique qu'on ne peut pas se cacher à. Par rapport à Éric Zemmour, la seule chose que je voulais rebondir dessus, c'est que pour moi, Zemmour, c'est un peu une candidature gadget et qui, en fait, manquait réellement de racines et qui est tombé, en fait, dans cette euphorie médiatique et euphorie digitale, mais qui est tombé trop dans l'extrême. Et en fait, en étant trop extrême de l'extrême, ça a permis, en fait, de recentraliser Marine et de mettre Le Pen, du coup, beaucoup plus approchable et appréciable. Eh ben, c'est vrai que parallèlement, il y a 10% de plus pour Le Pen. Et que signifie cette hausse d'estimation? Est-ce que c'est par défaut ou est-ce qu'il y a vraiment des propositions qui ont convaincu une partie des Français, selon vous? Oui, donc il y a un changement. Oui, c'est vrai qu'elle est pas pro-européenne, mais elle ne demande plus d'avoir un Frexit. Ça, c'est très important à noter. Il y a un changement depuis 2017. Elle est beaucoup plus modérée, elle est beaucoup plus pragmatique et du coup, son expansion est un résultat d'une agressivité trop violente de Éric Zemmour, qu'il y a un assagissement et un adoucissement de Marine qui a très, 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 très bien travaillé. Les seuls pseudo-débats télévisés, Marine et Mélenchon font partie des deux personnes, en fait, qui souvent étaient les mieux bâties. Et du coup, il y a une amélioration de l'appréciation des autres vis-à-vis de Marine Le Pen. Et on dit que c'est une campagne escamotée par la crise sanitaire, puis par le conflit en Ukraine. Comment caractérisez-vous l'élection de cette année, Madame Song? Je crois derrière en fait cette campagne, il y a un sentiment d'insécurité vraiment fort en fait en France. La société française est convaincue depuis certaines années que la France n'est plus un pays puissant comme avant. On a un sentiment que la France est en déclin depuis 20 ou 30 ans. Et cette tendance s'est même accentuée avec les gouvernements récents. Donc les Français pensent aussi que la France n'a pas beaucoup bénéficié de la mondialisation comme les autres pays comme la Chine, comme l'Allemagne. Il y a un pessimisme
répandue en France. Et donc l'image d'un État vraiment fort qui se munit d'une protection sociale, d'assistance sociale forte, s'est effondrée déjà. Et maintenant, c'est plutôt un État qui est paralysé par toutes sortes de crises politiques, économiques et sociales confondues. Et dans ce cas-là, en fait, on pense que la France ne serait pas donc capable de relever les défis économiques, migratoires et sanitaires, comme vous avez mentionné. Donc, on a vu, en fait, même pendant la guerre en Ukraine, malgré toute la solidarité en France avec les Ukrainiens, le gouvernement français a dit qu'elle pourrait accueillir seulement 100 000 réfugiés ukrainiens, sans plus. Mais c'est vraiment très peu par rapport au nombre total de réfugiés qui atteint facilement 4 millions. Donc, il y a vraiment une crise psychologique, je crois, en France, qui se trouve plus en fait confiante en soi. Donc, je pense tant que la France ne sort pas en fait de cette crise psychologique répandue dans la société française, elle ne pourrait pas vraiment se repositionner en Europe et donc dans le monde entier. C'est comme vous dites, ces deux crises ont imposé beaucoup de difficultés, économiquement, politiquement, géopolitiquement à la France. Monsieur Bécharel, comment caractérisez-vous l'élection de cette année? Contextuelle et temporelle. Bien entendu, il y a ce sentiment d'être hijacked par la crise ukrainienne qui en fait a révélé une dépendance énergétique inquiétante, qui a remis en fait sur la table le retour de l'histoire, le retour des grandes puissances qui jadis étaient soi-disant endormies ou éteintes. Cela, dans un sens, a bénéficié beaucoup Macron, qui l'a assis comme un chef d'État, chef des armées, et qui a remis en fait une certaine vitalité à l'Union européenne, qui indirectement s'est plus ou moins révélée grâce à cette crise ukrainienne et russe, mais également, comme Madame vient de le dire, il y a cette pseudo-crise psychologique, ou en tout cas, je dirais dilemme psychologique. Pourquoi? Parce que on commence vraiment à comparer les crises des réfugiés. Comment on est capable du jour au lendemain à ouvrir les portes pour 100 000 Ukrainiens, alors que on a dit non pour la crise des réfugiés syriennes ou autres. Et du coup, il y a cette grande question en fait de c'est quoi notre ADN de ce qu'on a toujours voulu appeler droit l'homiste, parce que les faits et le pragmatisme du terrain remet en fait en question l'ADN politique et idéologique même de ce qu'était la France, de ce qu'est la France et de ce que sera la France demain. C'est vrai qu'on sent que cette année, les Français veulent particulièrement tourner la page, changer le paysage, s'en sortir de la crise. Reste à savoir à qui va relever les défis et mener la France vers le mieux qu'on peut espérer. Rendez-vous le 24 avril pour le savoir. Merci Madame Son, merci Monsieur Bécharel, merci Monsieur Roh de votre partage et échange. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine édition de l'Essentiel sur CGTN Français.